Chers collègues, la parole est à Monsieur Bonneau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, quoi qu'en dise notre excellent collègue François-Michel Gonneau, il faut bien le reconnaître, nous abordons ce débat demandé par le groupe GDR et initié entre autres dans notre Assemblée par une question d'actualité qu'avait posée notre collègue Pascal Terrasse, président du Conseil général de l'Ardèche, dans des conditions d'opacité, reconnaissons-le, peu ordinaires. Des permis d'exploration, oui, des permis d'exploration, ont été délivrés quand même en catimini par le gouvernement, M. Borloo en l'occurrence, sans aucune concertation, ni même simple information des populations, ni des collectivités locales, sans aucune enquête publique préalable, ni étude d'impact, bref, dans la plus grande discrétion, sur un sujet où la puissance des différents lobbies et l'importance des enjeux nourrissent forcément le soupçon de dissimulation. Dans ce contexte d'opacité, s'ajoutent de surcroît les interrogations sur la réforme du code minier, menée par notre ordonnance, introduite suite à une disposition subrepticement votée le 10 décembre 2010 et présentée en Conseil des ministres dès le 15 janvier. Quelle hâte! Elle crée pour le moins un sentiment de malaise lorsque l'on constate le peu de précautions prises à l'égard des permis de recherche, s'agissant du gaz ou de l'huile de schiste, au regard de celles considérables qui sont demandées, par exemple, pour le moindre forage envisagé en matière de géothermie. Alors, vous allez, Madame la Ministre, nous répéter tout au long de ces débats que les 3 permis de recherche sont suspendus dans l'attente des conclusions de la mission confiée au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et au Conseil général de l'environnement, qu'en aucun cas des permis d'exploitation ne seront délivrés si les techniques envisagées sont identiques à celles mises en œuvre aux États-Unis et que de toute façon il faudra encore 2 enquêtes publiques avant la délivrance éventuelle d'une quelconque autorisation d'exploitation. Madame la Ministre, vous nous l'avez déjà dit, je vous en donne donc acte de ces engagements, mais là n'est pas le sujet. Tout d'abord, nous savons bien que l'avenir ne peut plus être dans l'exploitation jusqu'à épuisement des diverses énergies fossiles. On nous dit que le gaz est moins polluant que le charbon en termes d'émissions de CO2. Mais pendant combien de temps allons-nous faire croire à nos concitoyens que l'on pourrait sans conséquence continuer à épuiser l'une après l'autre et en un siècle, et peut-être même moins d'un siècle, en ce qui concerne les gaz de schiste, des ressources fossiles qui ont nécessité des centaines de millions d'années pour se constituer. En vérité, nous sommes dans la situation d'un locataire qui brûlerait ses meubles pour chauffer sa maison. Et tant que nous poursuivrons cette logique, c'est une logique d'appauvrissement, tant que nous n'oserons pas mettre chacun des consommateurs devant ses responsabilités, eh bien, nous le savons bien, nous retarderons l'apparition des modes de production d'énergie alternative, nous repousserons l'effort de recherche et la mise en place du mix énergétique. Car fournir du gaz de schiste ou de l'huile de schiste à bas coût portera, nous le savons bien, un coup d'arrêt à la recherche et au développement des énergies alternatives durables et tout autant à la recherche et au développement en matière d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique. Une note d'analyse stratégique de ce mois le confirme. Compte tenu, dit-elle, de ces nouveaux gisements, la demande en gaz devrait augmenter de 45% à horizon 2035. La dictature des marchés s'exercera pleinement en faveur du financement des nouvelles ressources de gaz non conventionnelles au détriment des autres modes de production d'énergie. Ce serait tout simplement un recul politique après le large consensus du Grenelle I, cette fois-ci bel et bien relégué au rang de la lampe à huile et de la marine à voile. Ce n'est pourtant pas, oui, c'est la vérité, et c'est pourtant pas une utopie que d'affirmer que le formidable développement technologique que les énergies fossiles ont rendu possible lors de ce dernier siècle permet à présent de s'affranchir progressivement de leur épuisement inexorable en accordant une large place aux énergies de flux que sont l'éolien, l'hydraulique et le solaire. Alors je ne reviendrai pas sur les ravages de la technique de la fracturation hydraulique sur l'environnement, d'autres l'ont fait et d'autres le feront. Et vous en semblez vous-même, Madame la Ministre, convaincue, même si M. Besson, en charge de l'énergie dans ce gouvernement, déclare que la porte n'est pas fermée au gaz de schiste. Je voudrais simplement vous interroger, pour conclure, sur les enseignements que vous tirez d'ores et déjà des sites d'exploitation. Je dis bien d'exploitation et non pas d'exploration, non pas de gaz, mais d'huile de schiste. En particulier sur ceux qui sont effectués par la société Toréador. Cette société dispose de permis non pas d'exploration, mais bel et bien d'exploitation. Elle indique avoir, et je la cite, avoir foré 37 puits de pétrole, dont 7 puits horizontaux,
en totale conformité avec la législation française dans le respect de l'environnement. Je ne doute pas que vous-même et vos services aient un avis sur ces forages horizontaux qui concernent non pas du gaz mais de l'huile de schiste. Les techniques sont-elles de même nature? Quelles conclusions en tirez-vous? Qu'en pensent les élus et les populations concernées? Et pour être tout à fait complet, quelle suite entendez-vous donner au permis d'exploitation que cette même société a obtenu à Rigny-le-Féron, pour lequel elle indique avoir, je cite encore, avoir mis en évidence un réservoir pétrolier de quelques mètres d'épaisseur, imprégné d'hydrocarbures, où il est prévu de forer un puits horizontal de façon à produire le réservoir, c'est-à-dire en bon français, à procéder tout simplement à l'exploitation. Une dernière phrase et je conclus. GDF Suez est titulaire de marchés très coûteux, alors que le prix du gaz s'effondre. Ces marchés à long terme étaient présentés à l'époque comme la meilleure garantie apportée tant aux industriels qu'aux consommateurs, et relire les articles produits alors par Patrick Ollier, qui était alors président de la Commission des affaires économiques, est assez cruel quand on sait que ces marchés sont aujourd'hui les principaux responsables de la hausse du prix du gaz. Alors, Madame la Ministre, et ce sera ma conclusion, pouvez-vous nous indiquer comment ces marchés ont été valorisés, tant pour GDF que pour Suez, et même peut-être surtout pour Suez, au moment du processus de fusion? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.